Alors parfait, je vois que tout le monde a l'air d'être là, sauf peut-être Thierry qui va pas tarder à nous rejoindre, mais il m'a écrit en me disant qu'il arrivait, donc c'est parfait. Alors, bonjour à tous, je me présente, je m'appelle Camille Dubruel, donc je suis journaliste à CIO Mag. Je suis ravie d'être avec vous aujourd'hui avec des intervenants de grande qualité pour cette table ronde donc, qui va porter, comme Mohamedou l'a dit, sur le thème « Comment développer, structurer sans détruire sa start-up ». Alors, je voulais vous dire juste quelques mots sur la thématique avant de présenter nos éminents invités qui sont avec nous. Parce que beaucoup d'entre nous ici sont des entrepreneurs, donc ceux qui sont autour de la table virtuelle, mais aussi, j'imagine, ceux qui nous regardent dans le public. Et comme donc vous le savez tous, pour faire grandir sa start-up, le développement est fait de plein d'imprévus, de plein de choses qu'on ne sait pas, on ne sait jamais comment ça va se passer. Donc, pour y faire face, on doit faire preuve de beaucoup d'agilité, d'un état d'esprit qui aide à partir d'une idée forte pour réussir à sélectionner son marché, à développer son offre, à faire grandir une équipe et être à la hauteur des enjeux et bien sûr trouver des financements puisque c'est un peu le nerf de la guerre. Et on en a parlé dans la table ronde avant. Alors aujourd'hui, on va essayer de voir comment on peut harmoniser tous ces enjeux sans détruire. Sans détruire, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire sans détruire d'une part son projet, sans détruire sa vision initiale, et puis aussi sans détruire son environnement, parce que toutes nos startups font partie d'un environnement. Donc, pour ceci, ça nécessite d'avoir au préalable une vision claire sur les multiples enjeux humains, techniques, commerciaux, environnementaux et financiers auxquels l'entrepreneur est confronté. Alors, pour évoquer tous ces enjeux, j'ai le plaisir d'accueillir, je vais représenter à nouveau tout le monde, même si Mohamedou l'a déjà fait. Alors, on va faire honneur aux dames parce que cette table ronde est parfaitement paritaire, j'en suis absolument ravie. Alors, nous avons Stéphane Héloïse Gras, qui est donc directrice générale de Digital Africa, une initiative qui vise à renforcer la capacité des entrepreneurs numériques africains. Stéphane Héloïse, est-ce que vous êtes là? Bonjour. Oui, bonjour. Bonjour Camille, bonjour à tous. Merci pour cette invitation. Je suis ravie d'être avec vous. Alors, je ne sais pas si on a l'image. Moi, j'ai le son, mais je n'ai pas forcément l'image. Mais dans tous les cas, je vous entends bien et je me réjouis de pouvoir utiliser ce thème. Pour l'instant, je n'ai pas votre image. Peut-être que ça va venir, j'espère. Nous avons aussi avec nous Nabou Fall, qui est directrice générale de Viséo et cofondatrice d'Impact Hub Abidjan. C'est donc une communauté qui offre aux entrepreneurs de l'écosystème un accompagnement adéquat pour développer leur projet. Nabou, je vois que vous êtes là, vous avez la vidéo qui marche très bien. Bonjour. Bonjour Camille, bonjour à tous et je suis très contente d'être là. Et Camille, c'est normal qu'on ne vous voit pas? Ah non, c'est pas du tout normal. Ok, ça me rassure alors. Je pensais que je ne vous vois pas. Écoutez, je suis très contente d'être là, surtout pour discuter d'un sujet aussi autant d'actualité et très pertinent. Tout ce qui est écosystème, c'est assez... Ah voilà, on voit le sourire de Camille et le joli rouge à lèvres. Voilà. Moi, je vois que on ne vous voit plus. Vous avez disparu. Donc, c'est un plaisir d'être là et prête pour la discussion, échanger et surtout apprendre des autres panélistes. Je pense que c'est très enrichissant, ce genre d'échange. Ça nous permet d'apprendre et d'avoir d'autres perspectives. Merci beaucoup. Parfait. Merci d'être ici. Donc, nous avons aussi, qui va nous rejoindre, je pense, mais qui n'est pas encore là, Thierry Barbeau, qui est expert en programme d'innovation, directeur de la stratégie numérique de l'ONG La Guilde et rédacteur en chef de Info Afrique. Thierry, est-ce que vous êtes déjà avec nous? Non, je ne crois pas. Il va sans doute arriver. Ensuite, nous avons Jean-Bernard Gramont, délégué général de Francophile, ancien expert sur les questions d'innovation en Afrique au ministère de l'économie français et fondateur de la start-up MedPrime. Jean-Bernard, bonjour. Jean-Bernard, vous m'entendez? Je le vois connecté, mais je ne sais pas s'il m'entend. Jean-Bernard? Bon, on va voir s'il réagit un petit peu après. Et ensuite, Malik Diouf, fondateur de l'Africa Mobile, donc une start-up spécialisée dans le mobile marketing. Malik, je crois que vous êtes là, que vous nous entendez bien. Oui, je suis là, je vous entends très bien. Parfait. Bonjour Camille, bonjour à tous et à toutes. Bonjour Malik. Je participer à ce panel et voilà, un grand plaisir de discuter de sujets qui nous tient vraiment à cœur. Donc, après, à donner des insights,
comment dire, des nouvelles de Dakar et du continent africain. Parfait. Alors, merci encore à tous d'être là et ravi de vous accueillir encore une fois. On a pas mal de temps. On est la table ronde la plus longue de ces ATDA, donc on a quasi 1h30, 1h15, on va dire. Donc, je vais essayer de faire 2 gros tours de table pour vous laisser le temps de vous exprimer. Mais en attendant aussi, si vous avez envie d'interagir, de réagir à des autres intervenants, n'hésitez pas. Surtout, vous pouvez lever la main. Comme ça, je vous ferai réagir. Je vais essayer d'être réactive et de vous observer en même temps. Je trouvais que c'est toujours plus sympa. C'est les ATDA, on échange, on est là aussi pour confronter les points de vue et échanger. Alors, pour entrer un petit peu dans le vif du sujet, je voulais tout d'abord avoir vos avis, vos retours d'expérience autour de cette question. Donc, comment développer la start-up innovante? J'aimerais commencer avec le témoignage peut-être de Malik. J'aimerais, Malik, que tu nous en dises un petit peu plus sur le parcours de l'Africa Mobile et comment tu as réussi à développer et structurer ta start-up qui est aujourd'hui encore en pleine phase de développement, mais qui en tout cas est très très bien partie. Est-ce que tu peux nous résumer ça, s'il te plaît? Merci Camille de me donner la parole. Bonjour encore à toutes et à tous. Je commence par remercier ces personnes-là qui nous ont associés à cette initiative. Remercier également tout le dimanche des gens qui nous regardent et qui nous écoutent aujourd'hui. J'en profite également pour saluer à nouveau les co-panélistes, ces gens brillants que je connaissais de loin et aujourd'hui avec qui j'ai le plaisir de partager ce panel. Moi, ça m'a... Excuse-moi, est-ce qu'il y a quelqu'un qui a le micro ouvert ou parce que Malik, il n'y a pas de bruit derrière toi? Non, pas du tout. Est-ce que quelqu'un d'autre aurait son micro ouvert par hasard? Est-ce que vous pourriez fermer vos micros? Je regarde. Ça a l'air d'aller, Malik. Excuse-moi, je te redonne la parole. Non, il n'y a pas de souci. Et écoute, j'étais en train de vous taquiner en disant qu'il y avait quand même un petit pléonasme dans le titre de ce panel. Startup et innovant. Une startup, à mon point de vue, est forcément innovante. Et donc, du coup, j'étais vraiment beaucoup interpellé, notamment par ce mot innovation, parce que après ce qui s'est passé, ce qu'on a tous vécu cette année 2020, j'ai passé ces derniers jours à me poser une question. Dans quelle partie du monde, en 2020, on n'a pas innové, en fait? Globalement, on était obligé d'innover pour aller manger, d'innover pour se soigner, d'innover pour éduquer nos enfants, innover même dans nos relations sociales. Avant, on se faisait la bise, maintenant, on se fait des checks. Innover encore. Bonjour à tous, vous m'entendez? Pardon? On vous entend très bien. C'est bon. Ouais, donc j'étais en train de dire qu'au final, en fait, on a innové pour rester en vie. On a innové pour survivre. Avant l'innovation, on avait l'impression que l'innovation était, réservée à une certaine élite pour améliorer un certain nombre de choses. Aujourd'hui, c'est plus une question de choix. On est obligé d'innover pour survivre, en fait. C'est une question de survie. Tout ça pour vous dire à quel point je suis ravi de parler de ce sujet qui me passionne beaucoup en Afrique en particulier. Donc, je m'appelle Malik Diouf, je suis un des fondateurs de l'Africa Mobile, qui est une start-up panafricaine, un opérateur de services mobiles, qui est parti d'un constat, ou plutôt d'une vision, celle de faire du téléphone mobile un véritable levier de croissance pour les entreprises en Afrique. Chez l'Africa Mobile, on est profondément convaincus dans une Afrique où 80% des gens ont le téléphone et moins de 50% ont Internet, ce n'est pas pour faire la comparaison, mais juste pour vous donner des ordres de grandeur, nous, on est convaincus que si on aide les entreprises à mieux distribuer leurs services à travers le mobile, on va contribuer à leur développement et par conséquent, on contribuera au développement du continent africain. Cela, on le fait aujourd'hui via une plateforme digitale. On travaille avec des opérateurs de téléphonie mobile. Aujourd'hui, on travaille avec 25 opérateurs en Afrique de l'Ouest, dans 10 pays, où on permet justement à ces entreprises-là de pouvoir faire du marketing en utilisant les canaux opérateurs, un canal comme l'USSD qui est aujourd'hui utilisé pour le mobile money, le SMS, mais également la voix dans les langues locales africaines, ce qui est une vraie innovation aujourd'hui dans nos régions.
dans la mesure où une personne sur deux ne sait ni lire ni écrire. Donc, on essaie d'accompagner les entreprises pour qu'ils adaptent les messages qu'ils envoient à leurs clients, à leurs potentiels utilisateurs, dans les langues qui sont les plus adaptées. Aujourd'hui, on a un peu plus de 5 ans. On est présent sur une dizaine de pays. Comme j'ai dit, on travaille avec 25 opérateurs, une croissance de 3 chiffres pendant ces 3 dernières années. Et l'équipe est en train de grandir. Nous, on est très fiers de dire on compte dans nos équipes 30% de femmes et 6 nationalités différentes. Et ça, c'est une vraie fierté pour nous, parce que globalement, justement, le message qu'on essaye de passer à travers cette entreprise-là, c'est d'impacter aussi la vie des populations réellement. On améliore la vie des entreprises, mais on améliore également la vie des gens qui sont avec nous. Et c'est cette diversité-là qui, à mon avis, en tout cas à notre point de vue, constitue un des clés de succès de ce que nous faisons dans cet écosystème. Maintenant, pour répondre à la question, comment on a structuré, bon, c'est une très bonne question. Hein. On est dans un écosystème qui est assez particulier, qui représente plein de défis, mais qui ne sont pas insurmontables. Hein. Des défis, d'abord, des infrastructurels. Aujourd'hui, l'infrastructure, c'est la base, en fait, de développement des entreprises. Malheureusement, on a encore beaucoup de problèmes d'infrastructure. Et faire de la technique là, dans ces écosystèmes-là n'est pas forcément évident. On a des défis financiers, on en a beaucoup parlé, hein, la partie financière. Et, oui, moi, pour taquiner mes collaborateurs, je leur dis souvent qu'une entreprise, une start-up, c'est comme une voiture. Vous pouvez avoir la plus belle voiture du monde, une Ferrari si vous voulez, mais si vous ne mettez pas du carburant dedans, ça ne bougera pas. Et le financement, c'est le carburant qui fait bouger la voiture. Donc, c'est quelque chose d'extrêmement important. Il y a des défis humains, parce que globalement, tous ces gens-là qui sont avec nous, qui innovent avec nous, qui contribuent avec nous, ils sont aussi dans cet écosystème difficile. Et donc, on essaie de faire en sorte de les mettre dans des environnements où ils peuvent s'épanouir, d'une part, mais également puissent avoir toutes les opportunités qui puissent permettre à quelqu'un de pouvoir innover. D'accord ? Bon, comment on a fait ? On a fait comme, j'ai envie de dire, toute bonne start-up, hein, d'abord chercher le marché, essayer de répondre à une problématique, à un besoin. Aujourd'hui, on a parlé tout à l'heure, j'ai écouté le panel qui vient de passer, hein, on a parlé d'une économie informelle. On est à plus de 80%, si je m'abuse, de l'économie informelle. Et globalement, si on veut se développer, il faut qu'on aide ces gens-là à se formaliser. Et nous pensons, hein, que le digital et le mobile peut justement réveiller cette catégorie de population à se rendre compte qu'effectivement, via le digital, on peut se formaliser, mais en plus de se formaliser, on est capable de faire grandir notre business et éventuellement même de scaler et aller dans d'autres régions de l'Afrique, voire du monde. Donc, on a passé beaucoup de temps, vraiment beaucoup de temps, à interroger notre marché, les entreprises africaines, formelles et informelles, sur la façon dont on pouvait leur apporter de la valeur sur le téléphone mobile. Et à partir du moment où on a eu la réponse, on a proposé des solutions adaptées qu'ils ont dû utiliser. La chance qu'on a, nous, auprès nous, les startups, c'est qu'on a nos clients auprès de nous. C'est-à-dire qu'on peut avoir des feedbacks en live. Donc, c'est des gens qui nous ont dit, ah oui, est-ce que ça, vous pouvez le faire autrement? Est-ce que vous pouvez me rajouter telle ou telle chose? On est vraiment parti du besoin du terrain. Et à partir du moment où vous partez du besoin du terrain, à partir du moment où vous commencez à répondre à la problématique des gens, concrètement, là, vous allez voir que même sans marketing, sans communication, en Afrique, on a quelque chose qui est très, très fort, c'est le bouche à oreille. C'est-à-dire qu'à partir du moment où vous faites du bien pour quelqu'un, vous avez contribué factuellement à son développement, il va le dire à sa famille, il va le dire à ses amis qui vont à leur tour venir revoir. C'est comme ça que nous, on s'est développé. Petit à petit, on a travaillé avec des petites, des moyennes comme des grandes entreprises qui en ont parlé. Et voilà, au fur et à mesure, bon, l'équipe s'est agrandie, les marchés également, les niches. Et voilà, c'est ce qui fait qu'aujourd'hui, on est présent sur 10 pays. Évidemment. Merci Malik. Tu m'entends bien? Pardon Camille? Tu m'entends? Oui, je t'entends très bien. Je vais peut-être passer la parole aux autres intervenants qui sont autour de la table, même si l'histoire de l'Africa Mobile est pas... On va y revenir, et puis il y aura des questions du public dessus. Je voulais déjà faire réagir Jean-Bernard Gramont, si Jean-Bernard, tu m'entends.
Est-ce que, donc Malik il a bien parlé de cette question du marché, de structurer, de trouver son marché. Est-ce que toi, tu peux nous en dire un petit peu plus là-dessus? Est-ce que c'est essentiel pour une start-up de bien trouver son marché, de bien penser son marché, de le définir et puis d'établir un business model? Est-ce que c'est un petit peu aujourd'hui la condition sine qua non pour pouvoir structurer et développer sa start-up? Oui, bonjour, merci Camille, j'espère que ça passe bien, le son. Très bien, son vidéo, on t'entend très bien. Ok, très bien. Donc, la question, je dirais, la réponse est un peu évidente. Comprise dans la question. Qui n'a pas de marché, elle ne va pas aller bien loin. Le problème, c'est que les startups, souvent, n'ont pas l'expérience, enfin, les gens qui les portent n'ont pas l'expérience des affaires. Et donc, ils ont des idées brillantes, on fait un truc techno parce que c'est vachement amusant, et puis on réfléchit pas trop, est-ce qu'il y a un marché derrière? Alors, c'est pas vrai pour tout le monde, bien sûr. Il s'avère qu'en tant que francophile, comme c'est une plateforme de B2B qui est destinée à mettre en avant des projets d'entreprise et des recherches par ces entreprises de financement ou d'autres types de partenariats, on vient de faire un concours, voilà, le concours 2020. On a eu 80 réponses. On a les 3 lauréats qui seront proclamés le 14 décembre en direct sur Internet. Et ce qu'on a fait dans l'analyse de l'ensemble des réponses, c'est que la plupart n'ont pas la moindre idée de ce qu'est un business plan, n'ont pas la moindre idée du marché qu'ils visent. Bon, c'est pas vrai partout, évidemment. Et donc, ils lancent des choses comme ça, et puis on regarde bien ce que ça va donner. Et ça, c'est quelque chose que j'avais pu percevoir dans mon travail précédent, à la direction générale des entreprises à Bercy. C'est que souvent, trop souvent, on part d'abord et après on regarde s'il y a quelque chose. Alors, il y a plusieurs types de startups, bien sûr. Il y a celles qui reprennent des modèles existants, type de e-commerce. Bon, ça, c'est assez simple d'avoir un business model sur le e-commerce. Et puis, on voit tout de suite si ça marche ou si ça marche pas. La chance sur l'Afrique, c'est que les grands acteurs du e-commerce n'ont pas vu venir la montée en puissance du numérique en Afrique. Et donc, il y a quelques plateformes, bon, on va dire Jumia, évidemment, tout le monde la connaît, mais il y a pas mal de plateformes locales qui permettent de mettre en place des circuits courts, notamment agricoles, production de biens locaux. Mais ça, je dirais, c'est pas trop de la start-up. Enfin, c'est une start-up au sens où c'est une nouvelle entreprise, mais il n'y a pas réellement d'innovation technologique, il y a une innovation sociale éventuellement dans le fait de travailler avec des agriculteurs, par exemple, qui n'ont pas l'habitude. Mais c'est un modèle qui est connu. Après, on a des startups plus originales. Et je pense au concours qu'on vient de faire, on a une startup tchadienne, par exemple, qui s'est lancée dans la location de panneaux solaires sur le modèle du mobile, c'est-à-dire en prépayant. C'est un abonnement mensuel, on paye, on recharge son abonnement, et si on ne recharge pas, ben, le panneau il est coupé. Voilà, c'est un modèle très connu, hein, c'est celui de la téléphonie mobile en Afrique, qui est différent de la téléphonie mobile en Europe, où on a du forfait. Là, c'est du prepaid, enfin du prépaiement, pardon. Et ça marche, voilà, elle démarre, elle a installé plusieurs centaines de panneaux, de familles, et je pense qu'elle va avoir un beau succès. On a de même type de start-up d'ailleurs dans d'autres pays, hein, au Mali, il y en a, et puis j'imagine que vous en connaissez d'autres. Donc voilà, il y a s'il y a le marché derrière, et là c'est le marché, en l'occurrence, c'est le besoin d'électricité, et un prix accessible, parce que ça sert à rien d'avoir un produit si le prix ne correspond pas au niveau de vie de la population, alors la start-up peut décoller et avancer à investissement faible. Le problème, c'est les startups qui nécessitent des gros investissements, celles qui vont par exemple utiliser de l'IA. Donc, il faut des bons calculateurs, il faut un environnement important en termes d'investissement initial. Est-ce que derrière, il y aura le marché? Alors, évidemment, il y a la santé. Tout le monde se jetait sur la santé depuis un an, même un peu avant d'ailleurs, en disant sur la santé, voilà, on va trouver des financements, mais c'est pas évident parce que les États n'ont pas beaucoup d'argent, il faut être honnête, et que la santé, c'est quand même plutôt les États ou les services publics qui les payent, enfin les applications de télémédecine, des choses comme ça. Donc c'est un peu compliqué à trouver des modèles économiques, même s'il y a de beaux projets qui techniquement marchent bien. Donc se concentrer, se focaliser sur le marché, à la limite, c'est plus important que sur la techno. La techno, on trouve toujours des solutions. Si on n'a pas de marché, ça sert à rien. Voilà. Bref. Parfait, merci beaucoup Jean-Bernard. Je vais réparer tout de suite un impair que j'ai commis. J'ai totalement oublié de présenter Madame Bourine Dao. Je suis Bouri, est-ce que tu es là?
Oui, bonjour Camille, je suis là, oui. Tu ne t'es pas en allée, je suis désolée. Je t'en prie, les aléas du direct. Dans ce Aucun panel. souci, bonjour à tous. Voilà. Bonjour à tous, aucun souci. Donc, Bourine Dao est entrepreneur et membre du Conseil présidentiel pour l'Afrique, donc le CPA, le CPA du président français Emmanuel Macron. Merci Bourine, je vais revenir vers toi dans un instant pour beaucoup de questions que j'ai évidemment pour toi. Mais avant ça, je voulais passer la parole à Nabou pour rebondir un petit peu sur ce que venait de dire Jean-Bernard. Comment, donc voilà, il y a cette question de trouver son marché, son produit. Il y a aussi la question de la formation de l'entrepreneur. Est-ce qu'on a une mentalité d'entrepreneur ou est-ce qu'il y a un besoin de former les entrepreneurs pour qu'ils puissent monter, structurer, développer leur start-up? Merci beaucoup. Alors, je vais d'abord commencer par une histoire et c'est mon histoire. En 2007, j'ai travaillé pendant de longues années dans les télécommunications et en 2007, à des postes de direction, jusqu'à devenir directeur général d'une entreprise de télécommunications. Et donc, à ce moment, je décide de quitter l'entreprise et de me mettre à mon compte. Je suis à Kinshasa, à cette époque, en République démocratique du Congo, et je démarre mon aventure entrepreneuriale en pensant que, voilà, j'ai occupé des super postes, j'ai de super diplômes, je suis super formé, donc je vais forcément réussir dans mon entrepreneuriat. Désillusion de l'entrepreneur, réveil brutal, je réalise que si je ne fais pas ce qu'il faut en tant qu'entrepreneur, les clients ne viendront pas toquer à ma porte. Ce n'est pas les actionnaires n'ont pas de budget à m'allouer chaque année pour pouvoir faire les dépenses que je dois faire. Donc, je découvre que c'est une autre vie. C'est une vie qui nécessite une implication personnelle de l'entrepreneur, mais surtout aussi un certain état d'esprit et la connaissance de l'entreprise, mais différemment, où on est ce que j'appelle en anglais asset and liability, revenus et dettes. Nous sommes, nous, les entrepreneurs, à la base de la réussite et du succès. Quand ça marche, c'est pour nous. Quand ça marche pas, c'est pour nous. Donc, si il y avait eu à cette époque-là peut-être des incubateurs, j'aurais pu bénéficier d'accompagnements comme celui que nous offrons aujourd'hui à Impact Hub Côte d'Ivoire, sachant qu'Impact Hub est un réseau d'incubateurs qui existe dans une centaine de pays et qui a pour objectif, qui a pour mission surtout, d'accompagner et de développer l'entrepreneuriat à impact social dans le monde. Je suis tombée dans l'entrepreneuriat de haut en me rendant compte que premièrement, il faut faire le travail qu'il faut faire pour réellement réussir en entrepreneuriat. Donc après avoir tourné dans mon bureau pendant quelques semaines à me dire « mais c'est bizarre, je connais beaucoup de monde, où sont les clients ?» Je me suis rendu compte que c'était pas aussi simple que ça, que si je ne me secouais pas et si je ne prenais pas le taureau par les cornes, eh ben, je ne paierais pas de salaire, je ne me paierais pas, peut-être même que je mourrais de faim. Découverte ô combien désillusoire et douloureuse. Donc, le fait d'avoir une structure d'accompagnement permet aux entrepreneurs de bénéficier des bases. On ne dit pas à quelqu'un qu'il ne connaît pas les matières, mais les connaître en tant qu'entrepreneur, c'est différent. L'objectif des programmes d'accompagnement, par exemple, nous, à Impact Hub, nous avons un programme qui s'appelle Incubabi, nous avons un programme qui s'appelle Agri Demain, et nous accompagnons aussi des sociétés. Nous sommes en ce moment en train de faire, nous avons un programme qui s'appelle Next Gen avec le GIZ, où nous avons des curricula sur mesure que nous créons, que nous concevons, en fonction des profils des cohortes que nous accompagnons. Donc, notamment, on peut être un très très bon commercial et ne pas forcément directeur commercial et ne pas forcément être un super closer, un super vendeur. On peut être un très très bon directeur marketing et ne pas être très bon dans son personal branding, dans le développement de l'image de son entreprise et dans le développement du branding de sa startup. On peut avoir toutes les qualités requises, toutes les formations, mais du point de vue startup et du point entrepreneur, ça demande des compétences qui sont totalement différentes et une perspective qui est différente, d'où l'importance des programmes d'accompagnement. Je vais prendre l'exemple d'Agri Demain. Agri Demain, nous avons des startups qui sont
excusez-moi, je souris, je vois de l'allemand dans la traduction. Bref, à Gris demain, c'est à Gris demain. Nous accompagnons des. Choisi l'allemand comme langue, non? Pas du Non, tout. ça passe de l'anglais. Ça me demande si if my leg is amputated, if I kill someone. Innovation. Amazing. Voilà. Donc, à Gris demain, nous faisons de l'accélération dans ce programme. Donc, il y a différents types d'accompagnement. Il y a ce qu'on appelle incubation pure qui consiste à accompagner le projet, l'entrepreneur au niveau de l'idéation et jusqu'à la conception et la formalisation de l'idée de projet. Ensuite, nous avons de l'accélération où nous accompagnons des entrepreneurs qui ont 2-3 ans d'existence. Et bien sûr, il y a les entrepreneurs qu'on accompagne dans le scaling où ils veulent se mettre à l'échelle et se développer. Je ne sais pas comment on dit, mettre à l'échelle en français. Donc, dans Agri demain, de façon à pouvoir bien accompagner nos entrepreneurs qui sont dans la transformation, on a contacté différents experts, notamment tout ce qui est contrôle qualité, tout ce qui est aussi conservation des produits qu'ils fabriquent, parce que ce n'est plus de la fabrication dans la cuisine. Quand on veut commencer à vendre, il y a des normes à respecter et souvent, les start-upers ne savent pas. Moi, personnellement, je pense que si je me lance dans tout ce qui est cosmétique, j'aurais besoin d'aller faire un accompagnement, d'aller dans un incubateur, de façon à savoir exactement quels sont les process à avoir quand on monte une entreprise dans l'agro-transformation, quelles sont les autorisations, quelles sont les normes à respecter. Donc, l'accompagnement est extrêmement important dans la mesure où il permet aux start-upers d'apprendre des choses pratiques et concrètes sur le secteur d'activité dans lequel ils décident de s'engager. Dans le cas nous apprenons aussi à nos entrepreneurs le pitch. C'est vrai, en pitch, il y a eu énormément de concours. Je sais que Thierry va venir en parler tout à l'heure. Mais le pitch est important. Comment est-ce qu'on doit pitcher en face des investisseurs? Il y a aussi ce qu'on appelle investment readiness. Préparer, je pense que Tommy était là tout à l'heure. Et souvent, en tant qu'entrepreneur, et même en tant que j'ai dirigé des entreprises, d'autres entreprises, mais il y a énormément, je ne suis pas une experte de la finance, donc je ne sais pas toujours ce que c'est que investir en equity, investir en dette. Donc tout ça, ce sont des notions que nous devons inculquer aux entrepreneurs afin qu'ils démystifient un petit peu cet environnement d'investissement qui souvent se veut assez complexe, alors qu'il n'est pas si compliqué que ça, mais il suffit juste de créer les conditions d'explication aux entrepreneurs. Je pense que les entrepreneurs qui sont présents avec moi savent de quoi je parle. Oui. Oui, j'ai fini mes 5 minutes? Non. On reviendra peut-être vers toi après. En fait, c'était pour rebondir justement sur cette question d'être formé aux bases de la finance. Peut-être demander son avis à Stéphane Héloïse, si vous nous entendez. Absolument, je suis bien avec vous. J'avais juste fait la vidéo pour les raisons de bande passante. Super, merci beaucoup, bienvenue. Voilà, justement sur cette question d'apprendre comment on fait pour lever des fonds, comment on fait pour trouver des financements. Est-ce que c'est essentiel d'acquérir ces compétences pour savoir comment faire tout ça? Alors, il y a deux réponses possibles. Il y a une réponse courte et une réponse évidemment beaucoup plus nuancée. Avant peut-être de répondre à cette question qui est très pratico-pratique, rappelez que donc Digital Africa, dont je suis la CEO, c'est une organisation qui travaille aussi bien avec les incubateurs, les accélérateurs et tous les membres actifs d'un écosystème d'innovation. Effectivement, je rejoins ce qui a été dit au début de ce panel, c'est-à-dire que l'innovation, ça se fait à travers des écosystèmes, donc ça veut dire à travers quelque chose qui requiert une approche absolument globale, une approche de coopération entre différents acteurs qui sont d'ailleurs, je pense on peut les nommer, sont les pouvoirs publics, les entrepreneurs évidemment, d'ailleurs on peut commencer par eux, les entrepreneurs, les financeurs, j'y reviendrai, les pouvoirs publics, les réseaux d'accompagnement, donc les incubateurs, etc., les accélérateurs, et puis également l'innovation et la recherche. Et je pense que c'est important aussi rappeler que ces acteurs-là sont présents dans un écosystème d'innovation.
Digital Africa, donc nous, on a été, comme vous l'aviez rappelé en introduction, Camille, on est une initiative qui a été lancée par le président Emmanuel Macron en 2018. On représente à la fois des capacités de financement et un volet non financier d'accompagnement sur lequel nous travaillons avec des incubateurs, des accélérateurs, des partenaires, des réseaux d'entrepreneurs, etc. Donc, pour répondre à votre question, et depuis maintenant 2 ans que l'initiative existe, nous, on est aujourd'hui convaincus plus que jamais, et j'ai envie de dire a fortiori par les temps qui courent de crise post-pandémie, post et toujours courante pandémie Covid. Ce qui signifie quoi? Ce qui signifie à la fois énormément d'opportunités pour les startups dans le secteur du numérique. On l'a bien vu, hein, la cashless society, le fait qu'aujourd'hui on soit tous sur Zoom ou sur Thomson Broadcast du matin au soir pour pour pouvoir travailler, pour pouvoir communiquer, pour pouvoir continuer à accomplir nos missions. C'est à la fois énormément d'opportunités pour les entrepreneurs, en même temps que ça redouble de pression, puisqu'on sait qu'il va y avoir une contraction du marché de l'investissement, enfin, elle a déjà lieu, et que les coûts opérationnels vont augmenter, voire être de plus en plus complexes, du fait également d'un ralentissement des économies, et c'est valable en Afrique et en Europe, de manière d'ailleurs pas forcément toujours totalement équivalente. On pourra revenir peut-être plus tard sur ces questions-là, mais en tout cas, donc le financement, c'est le nerf de la guerre. C'est le nerf de la guerre en plus quand il s'agit de traverser des moments délicats, et c'est le nerf de la guerre à des moments aussi spécifiques de la vie de l'entrepreneur. Depuis l'idéation et l'amorçage jusque l'hypercroissance, on va dire post-série B, ce qui est à peu près d'ailleurs le champ que couvre Digital Africa en termes d'opération depuis le early stage et le seed jusque la série B. Et donc nous avons aujourd'hui dans notre approche, donc nous représentons environ 130 millions d'euros de capacité d'investissement opérée par le groupe AFD Proparco. Mais nous avons également aujourd'hui cette approche de dire il faut absolument que le financement seul ne suffit pas, il faut une approche à 360 degrés, il faut pouvoir renforcer les supports systèmes, les systèmes de soutien aux entrepreneurs et à l'entrepreneuriat technologique, parce que ça requiert là aussi un certain type d'investissement dans un certain type de compétences, que ce soit pour pouvoir développer des produits tech innovants, que ce soit pour pouvoir gérer de la donnée, que ce soit pour pouvoir accompagner un développement particulier qui est celui de justement la scalabilité grâce à la technologie. Très concrètement, aujourd'hui, je pense que, et là aussi, je crois que c'est important de le rappeler, une start-up, c'est quoi? Une start-up, c'est une entreprise qui démarre, qui est en phase d'amorçage et qui représente un potentiel de marché, on va dire, plus important dans son développement que ne le représente la PME. Pourquoi? Parce qu'elle fait appel à de la technologie qui va lui permettre de processer autrement, qui va lui permettre de toucher davantage de marchés, et y compris sur un plan international. Donc, chez Digital Africa, et je pense que c'est un sujet qu'on va creuser dans la continuité de cette discussion, on croit vraiment que le plus important aujourd'hui, en 2020, en plus du fait de cette crise Covid, c'est la capacité de pouvoir proposer quelque chose de très intégré, c'est-à-dire de dire oui, on a du financement, mais il faut aussi faire du renforcement de compétences sur des compétences bien particulières qui sont les métiers du numérique, qui appellent à des compétences bien particulières qu'il faut parfois même inventer. On parle beaucoup de mindset entrepreneurial, mais on peut aussi parler du fait d'être data-driven, du fait d'avoir de nouvelles compétences analytiques, de devoir aussi se repérer dans la forêt des innovations qui représentent l'industrie numérique aujourd'hui. Tous ces sujets-là, donc de renforcement de compétences. Il faut de l'assistance technique sur les sujets précisément liés à la technologie. Pour nous, chez Digital Africa, on le voit comme
une grande, comment dire, on le prend sous l'angle de l'accès aux données, parce que on sait aussi, ça c'est un ingrédient, on va dire, des écosystèmes d'innovation dans le monde. On l'a vu, par exemple, beaucoup en France, autour de l'ouverture des données publiques, mais on le voit également dans d'autres écosystèmes nord-américains, où ça peut être moins été impulsé par les pouvoirs publics, mais tout simplement par des pratiques, par des business practices, par le fait de partager les données, puisqu'on considère qu'en partageant les données, on augmente la taille de marché possible et donc tout le monde devient gagnant et gagnant. Mais tout ça appelle à des compétences, encore une fois, spécifiques, un encadrement spécifique. Et donc, chez Digital Africa, on insiste sur le renforcement en assistance technique, sur l'accès aux données, l'ouverture des données pour des startups sur des secteurs très prometteurs, comme par exemple dans l'agriculture notamment ou dans la santé. Le deuxième élément, c'est effectivement le financement. Donc, j'insiste, c'est le nerf de la guerre, mais le financement, c'est pas. D'abord, rappelons aussi qu'il n'y a pas d'argent gratuit, donc ça veut dire comprendre quels sont tous les différents acteurs du financement qui sont susceptibles de s'intéresser et d'accompagner un projet entrepreneurial innovant depuis son amorçage jusqu'à son hypercroissance, et de travailler et de collaborer ensemble. Nous, Digital Africa, nous travaillons et nous sommes financés nous-mêmes par une banque d'aide au développement. Nous travaillons donc avec la filiale de cette banque pour le secteur privé sur tout ce qui est investissement pour les startups, donc ProParco en l'occurrence, avec lequel nous venons de lancer un fonds d'urgence pour les startups en période de Covid qui s'appelle Bridge, mais j'aurai peut-être l'occasion d'y revenir un peu plus tard. Il a été mentionné précédemment. On est pouvoir opérer de manière réactive et peut-être plus, on va dire, au plus proche des besoins des entrepreneurs et de leur réalité. Mais il faut rappeler que dans le secteur de l'investissement, il y a une multiplicité d'acteurs, il y a une multiplicité de produits financiers, et là aussi, il faut pouvoir connecter l'ensemble de ces acteurs, l'ensemble de ces interlocuteurs, pour pouvoir créer quelque chose de lisible et de fluide qui fait en sorte qu'un entrepreneur qui, disons, candidate ou cherche à lever de l'argent, c'est pas parce que, et d'ailleurs, je pense, les entrepreneurs autour de la table le savent très bien, sur des milliers d'échecs. Donc, ça veut dire que on va essuyer un certain nombre de refus, on va apprendre de manière progressive et comment dire, sur la base de ces expériences qui sont là à la fois, qui sont des épreuves pour la résilience, mais qui sont aussi en quelque sorte un moteur pour la résilience des entrepreneurs. Et je pense que ce qu'évoquait tout à l'heure un des interlocuteurs sur le sujet de l'investment readiness, c'est quelque chose de très important parce que c'est pas forcément porté par... Personne n'a la recette magique, personne ne peut dire lui, il est investment ready. On est prêt à recevoir l'investissement en fonction d'un marché, en fonction d'un produit, en fonction d'une base de clients qu'on a. Et on sait aussi qu'en Afrique, l'Afrique c'est 54 pays, tout ça est encore plus, j'ai envie de dire, demande encore plus de capacité de décryptage. Et le troisième élément à rappeler, je pense, pour comprendre pourquoi est-ce que oui, l'investissement c'est le nerf de la guerre, mais c'est pas le seul, c'est le fait qu'il faut des écosystèmes et des incentives, qu'ils soient fiscaux, qu'ils soient de régulation, qu'ils soient de structuration des marchés, pour que cette résilience entrepreneuriale et que cette innovation puisse éclore. On l'a vu par exemple avec le Startup Act en Tunisie, avec le Startup Act au Sénégal, avec aujourd'hui d'autres législations qui sont en train d'être mises en place dans d'autres pays africains. Un écosystème d'innovation, ça se renforce, ça s'accompagne, ça demande là aussi une adaptation en termes de politique publique, et c'est tout ce que nous on cherche à accompagner chez Digital Africa au quotidien. Merci. Voilà, donc on va répondre à la fois rapidement et longuement. Oui, on a dit plein de choses, on pourra revenir sur pas mal d'aspects, sur notamment ce qui est les politiques publiques avec Jean-Bernard peut-être tout à l'heure. Mais avant ça, je voulais avoir l'avis de Thierry Barbeau, qui est avec nous, qui ne pourra pas rester
tout le temps de la table ronde, si j'ai bien compris. En tout cas, Thierry, je voulais avoir ton avis un petit peu sur tout ce qui a été dit jusqu'à présent et remettre en perspective tout ce qui a été dit. Toi, comment on a dit, Stéphane Héloïse notamment l'a mentionné, je crois que c'est Malik aussi, on a vu une floraison de start-up, notamment cette année encore plus que d'habitude avec la crise de la Covid, des innovations partout, des innovations qui poussent partout sur le continent. Comment est-ce qu'on peut analyser ça? Est-ce que ces startups ont une chance, notamment les startups de la tech, ont une chance d'être pérennes? Est-ce qu'il n'y a pas quelque part une bulle qui risque de s'essouffler? Thierry, on ne t'entend pas, il faudrait allumer ton micro. Bonjour Camille, bonjour à tous. Merci beaucoup pour cette invitation et c'est un plaisir de réintervenir pour vous parce que j'étais présent à l'invitation de Mohamedou Diallo la dernière fois. Bien sûr, c'est un écosystème colossal. Déjà, c'est quand même un environnement qui est absolument passionnant parce que il est très différent selon les pays. Je pense que la première des grandes difficultés, c'est bien sûr d'avoir ces 54 pays qui sont complètement différents. Là, j'avais la chance de croiser Stéphane Héloïse à Cape Town sur le sommet Africa Arena. La semaine dernière, j'étais à la Lubumbashi avec les entrepreneurs qui participaient à un concours organisé par l'Institut français. Et puis, j'étais 15 jours avant au Rwanda à la rencontre de différents entrepreneurs. Le contraste est absolument stupéfiant dans les technologies utilisées, mais dans la culture locale, dans l'écosystème économique local, dans le système législatif local, il ne faut pas l'oublier, le droit est très différent, la possibilité d'entreprendre, la facilité d'entreprendre est très différente. Je citerai très rapidement, par exemple, le Rwanda Development Board au Rwanda qui permet vraiment de créer très vite une entreprise à la fois dans des locaux physiques, mais à la fois online, alors que dans certains pays, ça va être beaucoup plus complexe. Par exemple, un des points majeurs qui a été soulevé par les entrepreneurs de la République du Congo, c'est d'avoir des papiers justifiant la création de l'entreprise. C'est long, ça coûte cher et c'est du papier. Donc voilà, ça c'est très compliqué. Ensuite, je suis tout à fait d'accord que, bien évidemment, le financement, c'est le nerf de la guerre. Mais je pense qu'au niveau des startups qui ont des innovations dans le numérique, ce qui est important, c'est de penser aussi impact. On voit bien toutes les difficultés auxquelles nous sommes confrontés et hélas, mais c'est peut-être aussi une opportunité. Aujourd'hui, on est tous touchés par cette pandémie et cette crise économique. Donc, on doit réfléchir tous et tous ensemble. Maintenant, à l'échelle de l'Afrique, c'est extrêmement complexe. Donc, bien évidemment, le levier économique est un pilier du développement de l'écosystème des startups, des entreprises, des collectivités, des coopératives, de tous ceux qui agissent dans le numérique. Mais la formation, Bourindao parlait du fait de pitcher, de présenter son projet, de savoir l'écrire, d'être aussi dans une phase narrative, de pouvoir véritablement finalement exprimer très simplement ce que l'on va faire alors qu'on utilise peut-être une technologie complexe derrière. Je pense que c'est vraiment un pilier fondamental de l'exercice. Parce qu'aujourd'hui, on a, Camille, vous l'évoquiez, cette bulle spéculative avec énormément d'acteurs qui, moi, me disent « Mais Thierry, mais vraiment, est-ce que tu y crois ? Est-ce que ces nouvelles technologies, c'est pas un peu aussi beaucoup de blabla pour pas tant d'impact que ça, comparé aux thématiques du développement comme l'eau, l'éducation, la santé, l'agriculture, l'énergie, le logement, qui sont des besoins essentiels. Et je pense que justement, on a besoin de ce numérique, on a besoin de ces technologies parce qu'elles sont dans tous ces écosystèmes un véritable levier. Pour l'eau, l'éducation, les objets connectés, on le voit bien. Il y a par exemple au Congo des nouvelles structures qui proposent des carnets scolaires en ligne, des cours en ligne, qui met à disposition des tablettes auprès des cours, des écoles. Donc ça fonctionne de mieux en mieux. Donc je pense aussi que cette vague du numérique, il faut la saisir, il faut s'en emparer. Il faut vraiment fédérer des lieux physiques et virtuels, ce que j'appelle des hubs, j'en parle régulièrement. Il faut avoir ces tiers-lieux du numérique, pas que dans les grandes villes, mais aussi dans des milieux ruraux, pour permettre aux gens d'accéder au savoir, d'accéder à la façon de présenter son projet, au montage de son projet, de son entreprise, et du financement. Parce que c'est très dur pour tous les bailleurs internationaux de trouver les bons projets à soutenir. C'est très, très difficile aussi pour les entreprises du venture capital de trouver les bonnes structures à soutenir. Donc je pense que les hubs sont une des solutions
pour fédérer tous ces acteurs du numérique et les aider à monter en puissance. Je pense qu'il faut vraiment se concentrer sur de l'impact. Quel est l'impact de ces structures? Qu'est-ce qu'elles mettent à disposition de qui? Pourquoi? Et puis, quelle vision elles ont dans l'avenir par rapport à ce qu'elles entreprennent? Je pense que c'est vraiment quelque chose d'absolument prépondérant. Et en même temps aussi permettre, Stéphane l'évoquait un petit peu, dans cette jungle de cette bulle spéculative de toutes les startups, de pouvoir avoir un endroit, et j'espère que le Digital Africa y répondra, en tout cas essaiera d'y répondre, à savoir qui fait quoi où. Parce que finalement, on a plein de gens qui répètent les mêmes initiatives, les mêmes technologies, alors qu'ils sont au Ghana et un autre en Égypte, ou quelqu'un qui est à Dakar et l'autre qui est au Mozambique. On a parfois une duplication des savoir-faire, alors qu'ils pourraient beaucoup mieux travailler ensemble. Donc je pense que tout est en train de bouger, ça bouge vite, ça bouge un petit peu dans tous les sens aussi, et on a besoin d'acteurs pour fédérer, représenter un petit peu tout ça, se mobiliser. Enfin, pour finir, je pense qu'il est extrêmement important de communiquer sur l'impact des nouvelles technologies dans les pays, auprès des agriculteurs, auprès du système éducatif, auprès des fournisseurs d'énergie, pour montrer au grand public comment le numérique peut être un levier. Parce que je pense qu'il y a une grande crainte aussi vis-à-vis de ces technologies. Il y a une grande crainte au niveau de l'identité numérique, une crainte au niveau du piratage et de la qualité des données. On parle toujours des data centers en Afrique, du fait de pouvoir faire en sorte que les Africains ont leurs données qui sont hébergées sur leur continent. C'est un défi colossal, c'est un défi énergétique, c'est un défi d'investissement. Mais je pense que c'est des sujets très, très importants. Donc, tout ça est en train de bouger, c'est très dynamique, mais attention à cette bulle spéculative aussi, à la communication qu'on donne autour du numérique. Je voulais, oui, justement qu'on reparle, on en parlera un peu dans une deuxième partie de toute cette question de comment on ne détruit pas son environnement, comment on fait une tech for good. Je pense que Stéphane et Loïse aussi aura beaucoup de choses à dire sur le sujet. Mais avant ça, je voulais qu'on écoute Bourine Dao, qu'on n'a pas encore entendu, parce que vous disiez tout à l'heure Bourine Dao. Mais... J'ai confondu alors, pardon. C'est pas grave. Alors, il y a quelqu'un qui a allumé son micro, peut-être, par contre. Bouri, est-ce que tu es là? Est-ce que tu m'entends? Oui, je t'entends parfaitement. Vous m'entendez bien également? Oui, on t'entend très bien. Oui, tu m'entends bien. Super. Alors, par rapport à tout ce qu'on a dit jusqu'à présent, on a beaucoup parlé de formation, de savoir-faire. Toi, je pense qu'il y a quelque chose aussi pour toi qui est important, c'est tout ce qui est le savoir-être du start-upper, de l'entrepreneur. Tu me disais, quand on en a parlé en amont, qu'il y avait un espèce de mindset à avoir. Est-ce que c'est aujourd'hui essentiel d'avoir ce mindset pour s'en sortir dans cet écosystème florissant des startups? Oui, tout à fait. Alors donc effectivement, alors pour commencer, donc moi je suis Bourine Dao. Donc moi j'ai plusieurs casquettes. Je suis ancienne bancaire. J'ai été bancaire pendant 15 ans. Depuis 2-3 ans désormais, je suis entrepreneur et donc membre du Conseil présidentiel pour l'Afrique. Alors le Conseil présidentiel pour l'Afrique, c'est une structure qui a été créée par le président Macron dans l'optique de repenser la relation et le narratif entre l'Afrique et la France. Donc pour ce faire, on est une dizaine de personnes, tous issus de la société civile et spécialisés sur des domaines d'expertise qui vont de l'éducation à la santé, à l'agriculture, le développement durable, qui sont autant de thèmes qui entrent dans le cadre des ODD, et de l'entrepreneuriat. Et plus spécifiquement, effectivement, ces derniers temps, on est extrêmement focalisé sur l'entrepreneuriat, en cela que l'entrepreneuriat est vraiment, on pense, la pierre angulaire justement de ce nouveau narratif, en cela qu'il valorise l'individu dans sa propension justement à participer à une nouvelle relation entre les continents. Effectivement, l'entrepreneuriat, alors il y a plusieurs choses. Moi, je commencerai déjà par dire que tout le monde ne peut pas être entrepreneur. Tout le monde n'est pas fait, ne peut pas devenir entrepreneur. Donc, ce qui signifie que pour cette frange de personnes qui ne veulent pas être entrepreneurs, et c'est OK, c'est totalement valable, on a le droit de ne pas vouloir être entrepreneur, il faut que les systèmes éducatifs permettent, en ayant une bonne interconnexion justement avec les secteurs porteurs, avec les secteurs de l'entreprise, les secteurs où on a des besoins qui sont plus ou moins définis, si on a une vue un petit peu macro par les ODD, il faut que ces secteurs-là, l'éducation, soient interconnectés pour faire en sorte que les jeunes diplômés
puissent arriver dans les secteurs dans lesquels ils vont avoir plus de chances, plus de débouchés. Ce n'est pas forcément que le digital en est un, bien entendu, c'est un média, mais ça peut être aussi le développement durable, ça peut être l'agriculture, ça peut être la santé. En tout cas, vraiment avoir une interconnexion entre les différentes parties prenantes pour faire en sorte que le rôle de l'éducation, du système éducatif, qui est avant tout de permettre l'insertion professionnelle, puisse se faire dans un continuum pensé et réfléchi avec les différents acteurs. Ensuite, pour cette frange de personnes qui ont cette folie de vouloir devenir entrepreneur, je me permets ce mot puisque je suis moi-même entrepreneur, puisque pour être entrepreneur, il faut être un peu fou, disons-le clairement. Il faut être un peu fou parce que qu'est-ce que c'est qu'être entrepreneur? C'est de venir constater sur un marché un besoin ou constater un manque et penser qu'on est la bonne personne pour y répondre. Donc, il faut déjà quand même avoir un certain courage et un certain état d'esprit pour pouvoir y aller. Et de la même façon, pour que ces personnes qui veulent être entrepreneurs puissent le devenir, il faut que dès le système éducatif, nous ayons la capacité de faire émerger ces graines. Il faudrait donc, dans ce cadre-là, pouvoir instiller cet esprit entrepreneurial dès le plus jeune âge. Certains pays le font, c'est le cas notamment au Cameroun où il existe des programmes pour instiller cette fibre entrepreneuriale dès 12 ans, je crois. Donc vraiment dès le premier cycle. Vous allez avoir également le Rwanda qui, lui, va développer un programme dès le lycée avec un module dédié à l'entrepreneuriat. En tout cas, pour permettre à ceux qui le veulent de pouvoir se sentir complètement à l'aise, de casser ce paradigme. Parce qu'on parlait de mindset, c'est ça en fait. Le mindset de l'entrepreneur, c'est un petit peu se détacher des paradigmes existants, se détacher de certains systèmes de croyances pour pouvoir repenser un modèle différent et apporter une solution différente. Donc oui, je pense clairement que l'état d'esprit être entrepreneur, c'est d'abord un état d'esprit. Et j'irai même plus loin, je dirais que être entrepreneur, on n'apprend pas à devenir entrepreneur. En réalité, on a une graine qui germe en nous, qui va pouvoir éclore au travers du système éducatif en premier lieu, qui va vraiment permettre de désinhiber certains freins qui pourraient exister pour pouvoir débloquer certains freins psychologiques notamment. Ensuite, vont intervenir effectivement tout cet écosystème d'accompagnement, de formation qui vont permettre d'accompagner la croissance de cette graine-là. Et du coup, on est dans une approche non pas éducative, mais vraiment de formation, puisque finalement, l'idée, c'est très bien. On a tous des idées. Je pense qu'on a tous des milliards d'idées tous les jours. Ce qui va compter, c'est comment je délivre et comment j'implémente cette idée-là. Et c'est là où le rôle des écosystèmes, des incubateurs et de tous ces écosystèmes de formation et d'accompagnement sont essentiels. Ont vraiment un rôle capital à jouer pour faire éclore ce mindset. Et nous, effectivement, au niveau du CPA, ce que l'on essaie de faire sur cette thématique entrepreneuriale, c'est précisément de permettre et de favoriser l'éclosion des talents entrepreneuriaux, notamment en se focalisant sur les diasporas. Je pense qu'on aura l'occasion de parler un petit peu plus tard de la diaspora et de son rôle essentiel dans le développement économique entre les deux continents. Mais effectivement, on est allé depuis plusieurs mois à la rencontre des entrepreneurs de la diaspora qui souhaitent créer leur entreprise, que ce soit en France ou dans un double espace entre les deux continents. Nous sommes allés recueillir leurs besoins, leurs attentes, leurs problématiques. Et nous sommes en train de formuler des recommandations. D'ailleurs, je vous donne rendez-vous le 17 décembre pour la phase finale de ce Tour de France, avec les recommandations qui émanent du terrain. Donc, si vous, entrepreneurs qui nous écoutez aujourd'hui, vous, structures d'accompagnement, vous avez envie de contribuer, de participer par vos recommandations et vos idées à cette démarche, je vous invite vivement à le faire sur notre site internet dont je vous mettrai les coordonnées, cpafrique.fr. Effectivement, l'objectif, c'est de dire tous ces talents qui aujourd'hui sans doute n'osent pas s'exprimer au travers de ce Tour de France, nous sommes allés à leur rencontre. On s'aperçoit qu'il y a je ne sais pas si je dois utiliser le terme créativité parce qu'à ce point-là, on a dépassé le stade de la créativité, mais il y a une énergie créative extrêmement forte chez ces entrepreneurs qui ne demandent qu'à s'exprimer. Il y a une résilience incroyable que l'on a vue d'ailleurs durant le Covid. J'étais frappée de voir à quel point les entrepreneurs se sont tout de suite mis en marche, en ordre de marche, pour répondre à cette problématique de la Covid. C'est juste incroyable. Donc, toute cette énergie-là, au CPA, on a vocation à faire en sorte qu'elle puisse disposer des conditions les plus favorables pour s'exprimer, pour créer de la valeur ici, mais également sur le continent. Merci beaucoup pour ce témoignage. Nabou, j'aimerais te faire réagir un petit peu sur ce qui a été dit et justement pour en revenir à cette question de comment on structure, comment on développe une start-up sans la détruire.
il peut y avoir la nécessité de s'associer à d'autres startups, à d'autres projets pour mieux développer son projet initial. Alors, par rapport à ce que Bouri a dit, comment est-ce qu'on trouve celui qui a aussi cette petite graine de l'entrepreneur, celui qui sera complémentaire? Comment est-ce qu'on peut faire confiance, être sûr que les collaborateurs qu'on a choisis sont les plus adaptés pour faire grandir notre projet? Est-ce que tu peux réagir à ça? Oui, moi j'ai toujours des histoires à raconter. Je parle toujours des choses que j'ai vécues parce que je pense que nous sommes un incubateur, certes, mais nous sommes une start-up aussi. Et nous sommes 5 associés, tous venant d'horizons différents. Et on ne se connaissait pas forcément bien dans le sens professionnel des choses. On n'était pas forcément amis. Il y a des personnes que je ne connaissais pas du tout, avec qui je me suis retrouvée associée. Et le projet a été porté par 2 personnes qui ont une société qui s'appelle Suguba, Fayel et Issam, qui ont fait un peu la pêche aux associés et qui organisaient des entretiens, avec chacun de nous et qui nous ont réunis ensemble. Donc, on se retrouve avec 5 associés dans un incubateur qui sont 5 profils différents, avec 5 visions différentes et 5 missions différentes, mais finalement, toutes ces missions différentes convergent vers la même chose, l'amélioration de l'écosystème. Donc, je pense que déjà, pour coopter avoir quelqu'un comme associé, il faut vous assurer que vous avez des missions convergentes. Bien sûr, je ne parlerai pas d'intégrité, etc. Ça, ce sont des lapalissades, des évidences. Donc, nous sommes aussi 5 personnes de générations différentes. Donc, je suis la tantie de l'écosystème, je peux dire, parce que je suis la plus âgée, mais je me sens très jeune, ne vous inquiétez pas. Et la plus jeune a 26 ans, Nadine, et c'est elle qui est la directrice du Hub. On a des expériences différentes, on a aussi des personnalités complètement complémentaires. Donc, Issam et moi, je dirais, on est plus les personnes de communication, plus ouvertes vers l'extérieur. Nadine est plus process avec Astou, et Fayel est c'est notre vérificatrice. Donc, c'est important aussi de voir quel type de personnalité et de profil. Il faut des profils complémentaires. La complémentarité dans les profils est extrêmement importante. Aller prendre quelqu'un qui est 3 personnes comme moi pour être associé avec moi, ça n'a aucun sens. On va vers la faillite de l'entreprise. Et même dans mon autre entreprise Viséo, mon associé était quelqu'un qui avait un profil différent et complémentaire. À Kinshasa, à Abidjan, je travaille différemment. Donc, c'est important de vérifier, de voir la personnalité, les profils complémentaires, quelqu'un qui est bon en finance, avec quelqu'un qui est bon en marketing, avec quelqu'un qui a un bon réseau relationnel. Donc, s'assurer que toutes ces choses permettent d'apporter de la valeur ajoutée à l'entreprise sur le moyen et le long terme. Il y a aussi un autre critère qui est important, c'est lorsque vous savez que il y a beaucoup de personnes qui sont dans la diaspora, qui disent on veut rentrer en Afrique, et ils pensent que quand ils arrivent, que nous ici on est bêtes, on n'a pas d'idée et qu'on fait rien et que ils vont venir nous apporter la lumière et qu'on est dans l'obscurité. Non, il y a énormément de personnes qui sont déjà porteurs de projets, mais qui ont besoin d'expertise extérieure, qui ont besoin de partenariats extérieurs et de personnes qui s'engagent. Parce qu'il y a un engagement aussi quand on est associé. Ce n'est pas uniquement venir, ouais, je vais mettre de l'argent. Non, l'argent, c'est pas forcément le plus important, mais il faut s'engager en termes de temps. C'est-à-dire que nous, au niveau de l'incubateur, nous avons des expertises différentes. Nous nous engageons à être mentor dans certains programmes. Nous nous engageons à faire de la formation dans certains programmes parce que nous en avons l'expertise, bien sûr. Nous nous engageons aussi à mobiliser des experts et des formateurs de notre réseau, éventuellement aussi donner de la visibilité à notre incubateur et développer la marque d'impacteur. Donc, chacun doit pouvoir apporter quelque chose. Bien sûr, on apporte aussi de l'argent, on est des associés, on a tous investi dans l'incubateur, mais on a aussi la capacité individuellement de mobiliser des personnes de notre réseau pour développer des programmes avec des partenaires techniques, des partenaires, des bailleurs de fonds, avec la GIZ, avec l'AFD, avec la SFI, etc. Et c'est très important de voir de quel type de profil avons-nous besoin, quels sont nos manques, et comment est-ce que je peux sourcer les profils. Aller dans des communautés, soyez dans l'écosystème, ça vous permet de développer des réseaux et de rencontrer des personnes qui sont, entre guillemets, vetted, certifiées, connues, reconnues dans l'écosystème, et avec qui vous pouvez éventuellement nouer des partenariats et faire de la cofondation, être cofondateur d'entreprise. Des personnes aussi qui respectent leurs engagements. C'est bien de s'engager, mais de respecter ses engagements. Quand on dit il y a un appel de fonds
et qu'on sait, et toujours des personnes qui disent la vérité, qui disent les choses clairement. Et c'est la traduction qui me fait rire, j'en peux plus. Aujourd'hui, c'est un peu plus je crois. Please, no deep secret, respectable casual sex. Moi, j'ai pas dit ça. Hein. C'est assez fou, oui, je confirme. Je parle quand même d'autres choses. Donc, c'est vraiment important de savoir quels sont nos besoins et d'être dans l'écosystème, de ne pas hésiter à poser des questions, à aller sur des sites ou des plateformes d'entrepreneurs de façon, Camille va avoir le fou rire, de façon, bon, chaque fois que c'est moi, on doit rire, de façon à pouvoir vraiment avoir des personnes complémentaires, des personnes qui, même si elles n'ont pas l'argent, peuvent vous apporter des relations avec des banques, peuvent vous apporter des relations avec des investisseurs, vraiment des personnes qui, chacune, se complètent, se comprennent et surtout savent qu'elles ne sont pas toutes là pour faire la même chose, mais plutôt pour arriver ensemble, une vraie team. C'est pas un groupe, c'est une équipe où il y a des interdépendances et où les compétences des uns et des autres doivent et être aussi des gens qui se disent la vérité. C'est important. Si on est en cofondation avec un tonton, surtout chez nous en Afrique, où on n'ose pas dire la vérité au tonton, non, je vais pas lui dire, il faut des gens avec qui on a arrêtez une posture d'associé et une vraie posture d'associé. Je suis désolée, c'est la traduction que je crois qui fait rire Camille. Et bon, j'aime rire en général, donc ça ne s'arrange pas. Donc c'est vraiment, vraiment, vraiment important. Ne pas hésiter quand on a besoin d'aide, quand on a besoin d'associés, de dire j'ai besoin d'associés. Ne pas hésiter quand on a un peu d'argent, de dire écoutez, j'ai envie d'investir. Allez voir les gens qui dirigent les différents incubateurs qui sont dans l'écosystème et dites-leur écoutez, j'aimerais investir dans l'agro-industrie, et je voudrais pas seulement investir, mais je veux m'associer et être vraiment partie prenante du projet de façon à m'investir. Je viens de l'extérieur, je ne connais pas forcément le marché. Est-ce que vous avez des personnes fiables à me recommander avec qui je peux m'associer et créer quelque chose et vraiment moi aussi devenir entrepreneur? Voilà un petit peu ce que j'avais à dire. Donc nous, on est une super team, on se complète, c'est génial. On se dispute, mais des fois, mais ça fait partie du jeu et c'est très important. Merci beaucoup, Nabou. Je vois que Stéphane Héloïse est encore connecté. J'aurais aimé la faire réagir sur un sujet, sur la façon justement dont on peut s'associer, dont les startups peuvent s'associer. Non, Stéphane Héloïse. Ah non, Stéphane Héloïse est là. C'est parfait. Là, elle va partir dans exactement 5 minutes, donc c'est… Merci. Je reprends ma question. Comment, en s'associant, les startups peuvent justement avoir peut-être plus d'impact et notamment plus d'impact sur l'environnement? On parlait tout à l'heure, j'évoquais la Tech for Good. Est-ce que c'est en s'associant qu'on va réussir à avoir plus d'impact, justement? Alors… Oui, enfin, c'est sûr que de toute façon, moi, je crois que les startups et les entrepreneurs en général, ils ont surtout besoin de partager leurs expériences et leurs connaissances. Parce que comme je le disais tout à l'heure, il n'y a pas de recette magique. Personne ne peut aujourd'hui dire, voilà, même s'il y a des canevas de plus en plus partagés, des compétences de plus en plus partagées, il faut de toute façon capitaliser sur l'expérience des autres, sur les échecs et les réussites des uns et des autres. Et donc ça, ce qui est sûr, c'est que les startups ont tout à gagner et les entrepreneurs ont tout à gagner à associer leurs connaissances sous la forme d'incubateurs, de réseaux, ou tout simplement en favorisant également du développement commercial et des partenariats commerciaux. Après, je pense que sur la question de l'impact, c'est un petit peu plus compliqué parce que en fait, et Thierry l'a bien dit tout à l'heure, ce que fait la technologie au monde, est-ce que les hommes, enfin les femmes surtout, font avec la technologie, on est seulement en train de le découvrir, quoi. Je crois qu'on est tous d'accord là autour de la table pour dire que ce qui se passe et ce qui se passe en Afrique en particulier avec les technologies, c'est quelque chose qui, à l'échelle des civilisations, n'a jamais eu lieu, n'a jamais été anticipé non plus, et qui véritablement nous propulse dans un monde nouveau. Et je pense que ce sujet de l'impact, en fait, il est donc évidemment lié à toute l'histoire qu'ont les réseaux de financement, qu'ont les marchés, qu'ont les continents
entre d'ailleurs l'Afrique, l'Europe et l'Afrique et la France. Et effectivement, un des rôles, je pense, très éclairants du CPA, c'est de pouvoir aussi explorer ce narratif. Nous, Digital Africa, on a plutôt pour mission de renforcer la capacité des entrepreneurs du numérique africain à concevoir et passer à l'échelle des innovations numériques au service de l'économie réelle. Et c'est ce qu'on aime, c'est cette expression-là, pardonnez-moi, qui est importante pour nous en ce qui concerne la notion d'impact. C'est-à-dire que on sait, et on l'a bien observé dans différentes régions du monde, notamment là où, on va dire, le berceau des technologies, la technologie n'est pas souvent une économie réelle. Elle a même plutôt suscité des économies compensées décarbonées, mais qui ne le sont pas du tout, qui sont très polluantes, compensées inclusives, mais qui ne le sont pas du tout. On pensait que voilà, la révolution des technologies, c'était de pouvoir accentuer la démocratisation dans l'accès à certains outils, etc. Et on s'aperçoit évidemment que les inégalités sont renforcées, et donc je pense que en travaillant effectivement en revenant à quelque chose de très modeste aussi, et qui est vraiment le point de départ du geste entrepreneurial, qui est de dire je réponds à un besoin, je viens travailler avec donc des communautés locales pour apporter ma pierre, ma brique à une solution. Et ça, c'est quelque chose qui doit, à mon avis, effectivement, continuer d'être sans arrêt renforcé, d'être réfléchi, débattu, discuté, comme on le fait là aujourd'hui. Voilà, en tout cas, pour ma part, nous, Digital Africa, on est vraiment actuellement en train de préparation de lancement de programmes, des programmes plutôt, donc un programme de formation au métier du numérique, un programme d'investissement avec au parcours. Je pense que très clairement, je ne sais pas si c'est moi, mais Héloïse, aux acteurs et effectivement rester Allô? Est-ce qu'il y a un problème de connexion ou... J'ai l'impression, moi je vous entends très haché. Allô? Vous m'avez perdu? Voilà, là ça y est, je vous entends. C'est un peu flottant, j'ai l'impression. Oui, alors non, mais j'avais quasiment fini, mais j'espère que du coup vous m'aviez entendu sur l'essentiel des messages que je peut-être la dernière fois que mais non, on a bien eu tous vos messages. Merci beaucoup. Je crois que vous devez nous quitter. Merci beaucoup en tout cas d'avoir été avec nous pour cette table ronde. On a encore un petit quart d'heure avec ceux qui sont. Merci, au revoir. Ceux qui sont encore là, j'aimerais bien refaire un tour de table, que tout le monde puisse parler. Donc on va essayer de faire des prises de parole un peu plus courtes. Je voulais notamment faire réagir Bourine Dao. On a parlé du rôle de la diaspora aussi. Tu l'avais évoqué tout à l'heure très, très rapidement. Est-ce que la diaspora a un rôle à jouer dans cette association entre les start-upers, entre les start-up, les projets? Et même, il y a quelqu'un du public qui demande, dans cet ordre d'idées, qui demande, on ne doit pas créer de la rivalité entre diaspora et continentaux. Oui, voilà, c'est plutôt une affirmation, quelqu'un qui dit ça sur le chat, mais c'est intéressant. Voilà. Donc, est-ce que tu pourrais réagir à ces propos, s'il te plaît? Merci. Oui, tout à fait. Ah oui, effectivement, merci pour cette question, ce point. Effectivement, l'objectif et l'idée, c'est absolument pas ni de créer de la rivalité entre diaspora et continent, ni de dire même que la diaspora dispose de la science infuse sur le continent. Absolument pas. L'idée, c'est de dire, le fait est de constater qu'en effet, le lien entre la France et l'Afrique, il est fort. Un lien qui est très fort, qui est historique. On sait que la diaspora participe de façon très active financièrement par ses transferts de fonds, notamment vers le continent. Donc la diaspora reste attachée d'une façon extrêmement forte, aussi bien sentimentalement, mais même économiquement, bien entendu, avec le continent. L'objectif, c'est de dire, il y a deux façons de composer avec cette diaspora. C'est soit de faire en sorte que cette épargne, ces transferts d'argent qui sont effectués soient fléchés vers des investissements productifs,
plutôt que vers de la consommation courante, par exemple. C'est une façon de penser cette relation à l'Afrique, hein, c'est une chose. Ou la seconde, c'est de dire, en effet, on s'aperçoit que dans le même temps, cette diaspora est extrêmement innovante et créatrice et veut participer via l'entrepreneuriat au développement de son continent d'origine ou du continent d'origine de ses parents, tout simplement parce qu'ils peuvent proposer une lecture un petit peu différente, non pas se substituer, mais vraiment proposer une lecture différente. Et nous, ce que l'on dit, c'est que dans ces cas-là, il faut permettre à cette diaspora d'entreprendre, que ce soit ici, en premier lieu, et ou sur le continent. Donc, c'est vraiment d'ouvrir les opportunités pour cette diaspora-là. Et c'est vraiment cette approche que l'on a en disant, et ça, c'est un constat, alors c'est Nabou qui soulevait ce point-là, bien entendu, il faut bien comprendre que la diaspora, son pays d'appartenance, ça reste la France. On est bien d'accord là-dessus. Donc, finalement, le marché sur lequel on est confronté au quotidien, sur lequel on connaît les problématiques commerciales, législatives, bancaires et autres, ça reste la France. Lorsque l'on a un business qui peut, pour le coup, s'étendre sur les deux continents, la diaspora doit être accompagnée. C'est précisément le but du programme Mythe africain, dont la deuxième version va être lancée très prochainement, qui consiste à dire que la diaspora, qu'elle souhaite rentrer sur le continent ou simplement développer une activité sur le continent, doit être accompagnée par le biais de structures d'accompagnement, d'incubateurs. Elle doit être accompagnée sur le plan technique et elle doit être accompagnée sur le plan financier, mais surtout, elle doit être accompagnée pour ce que j'appelle moi une réacculturation. C'est-à-dire qu'on ne peut pas, parce qu'on va une fois par an en vacances au Sénégal, ce qui est mon cas par exemple, décréter qu'on connaît le marché sénégalais, c'est complètement faux. Donc, on est bien conscient de cette réalité-là, qu'en effet, il ne s'agit ni de concurrencer, ni de se substituer, mais bien de collaborer et de travailler, de mettre en place des synergies intelligentes entre les startups locales, qui ont effectivement Malik le disait, qui ont cet avantage d'être plus près du marché et d'avoir cette connaissance du terrain, mais pourquoi pas, effectivement, là où c'est nécessaire et là où il y a une synergie intelligente, de l'adjoindre à celle de la diaspora. Voilà. En tout cas, c'est pas la seule voie, c'est une voie que nous, on propose, c'est une voie que l'on porte, c'est une voie qui est demandée aussi, hein, c'est une demande de la diaspora de contribuer différemment, notamment des jeunes, hein, de contribuer différemment au développement économique de leur pays, et c'est ce que l'on essaie d'accompagner par trois biais qui sont comme je le disais, de mettre en place et en tout cas d'activer des mécanismes de financement. Le deuxième volet, c'est clairement celui de l'accompagnement, de la formation et du réseau, qui est extrêmement important, notamment lorsqu'on veut créer de la valeur sur le continent. Donc, développer des systèmes de réseau et d'écosystèmes. Et enfin, de développer des rôles modèles. Parce qu'il faut bien comprendre que la diaspora aujourd'hui souffre de ce manque de visibilité d'entrepreneurs qui leur ressemblent. Donc, on agit aussi sur ce volet-là en mettant en avant des entrepreneurs de la diaspora ou des entrepreneurs du continent qui ressemblent à ces entrepreneurs-là. Donc, ça, c'est aussi un volet sur lequel on est extrêmement moteur, avec en filigrane, pour un peu lier ces trois volets, l'accès à l'information, donc rendre visible tous ces écosystèmes qui existent, rendre visible toutes ces actions qui existent pour pouvoir mieux les connecter et les rendre plus opérantes. Voilà, donc j'espère avoir répondu à la question du public. Donc non, il ne s'agit absolument ni de concurrence, ni de se substituer, ni même de dire, comme le disait Nabou, que la diaspora a la science infuse. Non, en revanche, la diaspora a une valeur ajoutée qui peut être créatrice de valeur aussi bien pour la France que pour le continent, dès lors qu'on est dans une coopération et une synergie, l'activation de synergies intelligentes. Merci beaucoup, Bouri. Thierry, je crois que tu voulais réagir, mais je ne sais pas si c'était assez aux propos qu'on vient d'évoquer ou sur ceux de Stéphane Héloïse et la Tech for Good. Je te laisse prendre la parole et me dire ce que tu voulais dire. Merci, oui. Très, très brièvement, avant de vous quitter, effectivement, je crois que ce qui est super important, c'est d'éviter qu'il y ait un peu cette bulle spéculative qui ensuite éclate un petit peu. Je pense qu'il y a un effort énorme aussi au niveau des politiques publiques. Là, c'est ce qui était évoqué, c'est que la diaspora, elle a besoin de visibilité, mais pas que la diaspora, en fait, finalement, un peu tout le monde, pour comprendre ce qui se passe. On est, Stéphane le redisait, on est dans une révolution technologique majeure. On appelle ça la 4e révolution industrielle. Franchement, on le constate tous avec nos téléphones, la bascule incroyable, tout ce qu'on arrive à faire aujourd'hui, tout ce qu'on va faire demain. C'est simple, c'est inimaginable. La réalité augmentée, l'intelligence artificielle, la puissance de réseau aujourd'hui, comme WhatsApp, on est tous en train là, de
discuter en même temps sur WhatsApp pendant qu'on se parle, de s'organiser. Je pense que les politiques publiques ont vraiment intérêt à s'emparer de cette thématique, à franchir un cap très important, parce que je vois aussi auprès de grandes banques de développement, de grandes institutions comme l'Agence française de développement, la Banque mondiale, la Banque africaine de développement, les États, l'UNESCO, l'ONU, etc., bah aussi finalement une certaine méfiance sur ce numérique, sur ce virtuel, sur ces données. Donc du coup, il y a un grand feu vert pour aller vers ces technologies, et puis il y a un grand feu rouge en disant attention à cette bulle, attention à ce qui s'y passe, attention au détournement, attention au bitcoin, aux monnaies virtuelles, à la blockchain et tout. Et du coup, par exemple dans l'agriculture ou dans la construction, on a un cadastre, on a un droit, on a quand même partout dans tous les pays, à travers le monde, on a quand même des plans, des guidelines importants. Et dans le numérique, il faut qu'on accélère le pas, il faut que tout le monde fasse un gros effort pour que ça fonctionne bien et qu'on n'ait pas un essoufflement et qu'on rate un peu ce virage qui, pour moi, est une opportunité colossale pour le continent africain. Voilà. Et je vous dis à tous à très bientôt. Merci beaucoup Thierry, bon vol et à très bientôt. Jean-Bernard, si tu es encore avec nous, je voulais que tu réagisses sur cette question justement des politiques publiques. Quelles politiques publiques on met en place pour accompagner, aider les startups à se développer? Par contre, on n'a plus beaucoup de temps, donc si tu peux me répondre en quelques minutes, ce serait l'idéal. Merci. Non, mais je suis bref. Je pense d'ailleurs que dans ce genre de réunion, il faut que les gens soient brefs, sinon c'est pas très poli. Dans les politiques publiques, il y a 3 ans, il me semble, on avait fait dans les ATDA des recommandations pour ce qu'on appelait aller vers le marché numérique en Afrique, qui en fait était déclinable par politique publique, par les gouvernements. Ça ne sert à rien que chaque gouvernement africain fasse sa propre politique du numérique et de soutien aux jeunes entreprises différentes du voisin, parce que ça tue le marché. On a besoin, enfin, vous avez besoin d'un marché africain du numérique, et dans un premier temps d'un marché africain des zones parlantes, francophones, anglophones, parce que c'est déjà assez compliqué de développer des applis francophones. Si en plus la même startup peut aussi faire des applis en portugais et en anglais, c'est impossible et ça marche pas. Donc, je travaille actuellement sur des projets d'ailleurs d'université virtuelle. On s'aperçoit que le contenu, il est commun à toutes les zones. Le théorème de Pythagore, qu'il soit en Guinée, au Tchad ou au Sénégal, c'est toujours le théorème de Pythagore. Donc, le contenu lié au théorème de Pythagore, c'est pas la peine d'en faire 50. Un seul suffira. Et ça permet aussi de bien optimiser les fonds, parce qu'il n'y a pas beaucoup de fonds, contrairement à ce que j'entends dire. On parle beaucoup d'argent qui se déverse sur l'Afrique, mais je pense qu'il n'arrive pas jusqu'au bout et on ne voit pas trop réellement sous forme d'entreprises émergentes fortes. Donc les politiques publiques, elles ont intérêt à être coordonnées au moins par zone économique, CTAO par exemple. Et elles ont intérêt à prendre en compte le fait qu'une jeune entreprise, c'est pas une vieille entreprise, mais que à travers la législation sur les jeunes entreprises, on peut peut-être aussi récupérer une bonne partie des entreprises informelles qui, elles, vivent sans législation, et c'est quand même 80% du marché. Donc, vaut mieux une législation allégée que pas de législation du tout, et c'est ce que permet peut-être aujourd'hui, que devrait permettre ce mouvement vers des entreprises, faire une législation. Après, les politiques publiques, il n'y a pas beaucoup de fonds, mais il faut quand même les mettre sur les quelques politiques sur lesquelles l'État est légitime. C'est la santé, c'est l'éducation, c'est la facilitation du business, ce qu'on appelle l'écosystème d'affaires. Et puis une fois qu'on a fait ces 3 tours, il reste quelques autres niches, mais c'est des vraies politiques, elles sont là publiques. Sur l'éducation, c'est le passage, mais ça, le Covid a accéléré et en tout cas a permis aux décideurs de bien comprendre que c'est un secteur ultra prioritaire et c'est sûrement le secteur sur lequel c'est le plus facile à développer des applications, parce qu'il y en a tout un tas qui existent, parce qu'il y a des beaux succès d'universités virtuelles, et parce que de toute manière, vu la jeunesse du continent africain, il est impossible de construire les collèges, les lycées, les universités en dur que nécessiterait l'éducation. Donc ça, c'est bien compris. Sur la santé, c'est
C'est un peu plus complexe, mais il y a suffisamment d'applis qui existent. Le problème, c'est que chacun fait son appli dans son coin. Le carnet de vaccination, on va en trouver un au Togo, au Bénin et en Côte d'Ivoire, mais en fait, ça devrait être le même. Et donc, aucune des entreprises qui développent ces produits n'a réussi à atteindre une taille de marché suffisante, alors que le marché régional le permettrait d'atteindre cette taille et donc d'offrir un service intéressant à la fois pour les États et pour les individus. Et puis, il reste, puisqu'on parle d'argent aussi, le dernier point, c'est comment l'État récupère une partie de cette valeur ajoutée qui existe, qui est significative, à travers ce qu'on peut appeler en Europe le phénomène, enfin le dossier de la taxation des GAFA, mais qui est encore pire en Afrique, parce que là, les GAFA, elles payent rien du tout en Afrique. Donc, c'est une législation à mettre au point. Je sais que le ministre congolais, M. Bombo, on en avait discuté il y a 2 ans sur ce sujet. Il était très intéressé par les tentatives de la France. Donc, pour l'instant, on n'a toujours pas réussi à faire payer les GAFA, mais on va y arriver, j'espère, grâce peut-être au soutien de l'Union européenne. Mais le numérique étant la nouvelle frontière de l'économie, il doit contribuer fiscalement aussi à la vie des États et à la vie publique. Et donc, ça sera mon mot de la fin. Il ne faut pas oublier que l'argent reste le nerf de la guerre, même dans l'économie numérique. Merci beaucoup, Jean-Bernard. Et on va finir avec quelques mots de Malik, si tu es encore là, Malik. Est-ce que Malik est là? Ouais, je suis encore là. J'ai même levé la main 2 fois parce que je voulais intervenir. Je vais finir là-dessus. Oui, je te laisse. Ouais, je vais te laisser rebondir. Je voulais aussi que tu nous donnes un petit peu ta vision en tant que start-upper entrepreneur sur l'importance. On en a beaucoup parlé tout à l'heure, mais tu n'as pas pu t'exprimer sur l'importance de l'humain, du mindset, de la vision de l'entrepreneur pour développer et structurer sa start-up sans la détruire. Je te laisse la parole. Yes, avec plaisir. Donc, je vais répondre à cette question. Mais juste par rapport à ce que disait Madame Héloïse Stéphane, je crois, Stéphane, pardon, sur la Tech for Good, je pense que c'est des choses qui sont déjà en marche en Afrique, malheureusement avec pas suffisamment de visibilité. Moi, je vais prendre un exemple, des exemples concrets que j'ai vécu ici dans un pays comme le Sénégal. Il y a 10 ans, quand vous alliez faire des analyses biologiques dans un laboratoire ou dans un hôpital, vous deviez arriver à 6 h, voire 5 h du matin, souvent faire la queue pendant toute la journée, et on vous demandait de revenir 1 semaine plus tard, et vous alliez faire exactement le même processus. Aujourd'hui, vous allez à l'Institut Pasteur, juste à côté, pour faire un test de Covid. Moi, je l'ai fait il y a à peu près quelques jours. Je suis arrivé à 16 h, je vous assure, à 20 h, j'avais reçu un SMS à partir de mon salon. J'avais reçu un SMS me disant « Ouais, voilà, voici les résultats ». Je ne sais pas si vous vous rendez compte. Pardon? C'était négatif. Négatif, oui, c'est pour ça que je suis là. Donc, pour vous faire voir, en fait, comment la technologie, même basique, est en train de changer la vie des Africains. Je peux prendre un autre exemple sur le paiement. Pendant longtemps ici, pour payer l'eau, l'électricité ou n'importe quelle denrée, les gens devaient aller dans des centres de paiement y passer la journée entière. Aujourd'hui, grâce à des solutions de mobile money, les gens sont dans leur salon, en 2 minutes, ils ont tapé un code, même sans Internet, pour pouvoir payer leurs factures. Donc, tout ça pour dire que la Tech for Good est déjà en marche depuis longtemps en Afrique. Et malheureusement, je pense que dans des panels comme ça, il n'y a pas suffisamment d'entrepreneurs pour en parler, malheureusement. Je vais encore vous taquiner. Je crois qu'on est 7 autour de ce panel et il n'y a que 2 start-upers africains, entre guillemets. Mais tout ça pour dire qu'il faut vraiment qu'on donne plus de visibilité aux entrepreneurs pour qu'ils puissent venir s'exprimer et expliquer ce qu'ils font sur le terrain. Maintenant, pour répondre à votre question sur comment est-ce qu'on arrive à survivre à tout ça avec des situations aussi difficiles qu'on a actuellement sur le Covid, la seule réponse que moi j'ai envie de donner, c'est la culture. Quand vous dites l'humain, pour moi, la culture, c'est la seule chose qui reste quand il n'y a plus rien. Dans les startups, aujourd'hui, moi, je sais que, et j'en profite d'ailleurs pour remercier tous mes collaborateurs avec qui je travaille depuis plusieurs années, je sais que les gens se lèvent
se lèvent tous les matins, ils viennent ici parce qu'ils ont l'impression de contribuer à quelque chose de beaucoup plus grand. Ce n'est pas qu'une question de... On a parlé de financement, oui, c'est important, de la diversité des compétences, c'est important, de l'écosystème, c'est important. Mais les gens ont l'impression en plus de ça, les gens ont vraiment l'impression de contribuer à quelque chose, quoi. Nous, on a vraiment l'intime conviction qu'en faisant ce que nous faisons, aujourd'hui, on aide vraiment les entreprises à se développer et on a quasiment la certitude que si ces entreprises se développent, par conséquent, le continent va se développer. Et c'est cette culture-là qu'on essaie d'inculquer, hein, qu'on essaie d'incarner et qu'on essaie, chez nous, on a même des pratiques que certaines trouvent bizarres tous les débuts de semaine. Avant de faire quoi que ce soit, on se réunit dans notre salle de réunion. Avant de parler des activités, on se regarde dans les yeux et on se redit notre mantra en rappelant la vision. Qu'est-ce qu'on cherche à faire? Et pourquoi on cherche à le faire? Et quel est l'impact qui est attendu? Et je pense fondamentalement que c'est le squelette, on va dire la base des entreprises et la différence fondamentale qui fait qu'aujourd'hui, en tant que start-up, on arrive à adresser des problématiques de la façon la plus efficace possible et différente de ce que peuvent le faire les entreprises classiques. Voilà ce que j'avais à dire là-dessus. Merci beaucoup, Malik, pour cette très belle conclusion. Je vais remercier tous nos panélistes qui ont été vraiment parfaits, des débats très enrichissants. Tout le monde on aurait pu en parler encore pendant des heures, tellement il y a de choses à dire, mais en tout cas, tous les profils étaient pour le coup très complémentaires. On a parlé de l'importance de la complémentarité. Je crois qu'autour de cette table, c'est ce qui s'est passé aujourd'hui. Alors, merci à tous. Moi, j'avais juste envie aussi de dire quelques mots, de rebondir sur ce qu'a dit Malik, parce que c'est une vision que je partage. On a beaucoup parlé de financement, on a parlé de business model, de marché. Je pense aussi que tout ça est évidemment essentiel pour les start-upers, mais n'oublions pas que l'aventure entrepreneuriale, c'est avant tout une aventure humaine. C'est en tout cas, nous, ce qu'on vit tous les jours à CIO Mag, et c'est pour ça qu'on est tous rassemblés aujourd'hui pour cette 9e édition des ATDA. Donc, merci encore à tous, merci à tous ceux qui nous regardent. Je vous laisse, je pense que c'est l'heure de déjeuner. Malheureusement, on ne peut pas se réunir autour d'un buffet virtuel. Bientôt, ce sera peut-être le cas. On espère l'année prochaine, nous verrons bien. Je vais peut-être rendre la parole à Mohamedou Diallo, qui va sûrement vouloir faire un petit mot de transition avant de vous laisser partir et de revenir cet après-midi. Merci encore à tous et à très bientôt.